Bienvenue dans cette première partie de cette formation. Dans cette partie, je vais vous proposer de faire un bilan de l'usage de la conscience, on va dire plutôt dans nos sociétés occidentales. Il n'y a rien d'universel dans ce que je vais vous dire, mais c'est une tendance qu'on a. Alors peut-être que vous allez vous y reconnaître, peut-être pas tant que ça, mais quoi qu'il en soit, il y a une grande majorité de personnes qui ont tendance à utiliser leur conscience de cette manière-là. Donc si vous faites un petit peu abstraction de ces petites nuances qui ne s'appliqueront pas à vous, je vous propose de commencer sans plus tarder avec le support écrit, parce que pour certaines personnes, eh bien, ça les aide. Donc, la place de la conscience dans notre quotidien, dans notre société, où est-ce qu'on la met en général? Et où est-ce qu'on ne la met pas? On va peut-être d'ailleurs commencer par ça. Où est-ce qu'on ne met pas sa conscience? On ne met pas sa conscience dans tout ce qui, par définition, est inconscient. C'est une zone de la psyché dans laquelle l'être humain va avoir des tas d'informations stockées et auxquelles, a priori, on n'a pas accès en conscience, puisque par définition, c'est inconscient. C'est des choses qu'on fait sans conscience. Donc là, on ne met pas la conscience, c'est dans tous nos actes inconscients. On ne met pas de conscience, par exemple, dans le fait de respirer, dans le fait de, ou alors pas toujours, dans le fait de faire battre son cœur, dans le fait de cligner des yeux, et encore une fois, pas toujours, dans le fait de faire pousser ses cheveux. Et là, je pense que jamais, on va jamais mettre sa conscience dans le fait de faire pousser sa pilosité, ou de transpirer, ou ce genre de choses. Donc il y a des choses qui sont de l'ordre de la conscience, de l'inconscient, mais est-ce que c'est de l'ordre de la programmation biologique du corps, de la génétique, ou est-ce que c'est de l'ordre de la psyché? Toutes ces limites-là, elles sont pas forcément évidentes. Pour autant, dans notre comportement, il y a des tas d'endroits où on ne met pas de conscience. Et on va se limiter à ça dans cette formation. On va se limiter à ces comportements dans lesquels on ne met pas de conscience et pas forcément les actes que notre corps peut pratiquer. Dans ces comportements sans conscience, on va parler d'automatisme, on va parler d'habitude, on va parler de choses que l'on fait sans réfléchir ou par pulsion même parfois. C'est tous les endroits où on ne met pas sa conscience. On peut avoir des pulsions de chocolat, on peut avoir des pulsions de cigarettes, on peut avoir des pulsions de plein de choses qui sont en général de l'ordre addictif. Et puis on a aussi des intuitions parfois. Bon, ça, encore une fois, on va laisser un petit peu de côté parce que cette espèce de sixième sens auquel beaucoup de gens se réfèrent est un processus très complexe et qui ne rentre pas dans le cadre de cette formation, encore une fois. Donc là, on ne met pas de la conscience, c'est encore une fois dans cette façon dont on a géré notre quotidien, dans toute cette façon qu'on a de réagir par défaut, et puis dans cette façon de penser aussi par défaut. Et donc cette programmation par défaut de notre fonctionnement est logée globalement dans notre inconscient. Là où on positionne majoritairement notre conscience, c'est dans nos pensées. On a conscience de ce qu'on pense. Vous avez probablement plein de pensées qui vous viennent en tête pendant que vous écoutez ce que je vous dis là pour essayer d'évaluer, de regarder si ce que je vous dis ça vous parle, si ça vous parle pas, si vous avez envie d'accorder du crédit à ce que je vous dis ou au contraire de vous mettre en résistance. Est-ce que vous êtes en train d'évaluer le propos? Je pense que probablement oui. Donc là, vous mettez votre conscience dans ce que vous entendez ou ce que vous voyez dans l'accès à cette formation, et puis vous essayez de sonder par rapport à votre façon de fonctionner, si ça vous parle ou ça vous parle pas, si ça fait sens ou ça fait pas sens, si vous le sentez ou si vous le sentez pas, ou alors si vous trouvez ça logique ou pas logique. Il y a des tas d'endroits où vous allez évaluer ce que vous êtes en train de recevoir comme information. Et là, vous le faites pour cette formation, mais vous le faites pour absolument tout dans votre vie. Donc on positionne majoritairement sa conscience dans ses pensées et dans une façon d'analyser pour pouvoir se positionner par rapport à ce qu'on reçoit comme information. Et ces pensées sont le fruit du mental. Dans le mental, qui n'est pas tout à fait la même chose que le cerveau, parce que c'est juste une partie restreinte du cerveau, dans cette fonction mentale, eh bien, il y a des tas de choses qu'on résout ou qu'on résout pas. Un des rôles du mental, c'est de résoudre des problèmes. Donc quand je dis on résout pas, c'est des pensées qui peuvent rester ce qu'on appelle en anglais des unfinished business, c'est-à-dire des pensées qu'on a, des tâches qu'on a à faire et qui ne sont pas encore finies, et qui nous occupent le mental. Donc ça, c'est une des manières dont on a de tourner en boucle dans notre conscience. Mais donc on a conscience de ses pensées, on a parfois conscience de son environnement, mais on va toujours, ou très souvent, dans notre société, le considéré en fonction justement de nos systèmes d'évaluation et donc de notre pensée. Et cette pensée est le siège principal dans lequel vous mettez votre conscience à l'heure actuelle. En tout cas, c'est ce qui se passe dans la société occidentale. Peut-être que parfois vous utilisez votre conscience pour la mettre ailleurs, mais majoritairement, c'est là où on la place dans les journées. Et c'est comme ça qu'elle a été entraînée aussi depuis notre plus jeune âge. Depuis le début de notre apprentissage à l'école. On y reviendra sur la notion d'éducation. Un des rôles du mental, dans lequel on met notre conscience, c'est de générer des pensées, mais c'est aussi de résoudre des problèmes. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre un problème? On considère la situation, on évalue la situation, on évalue aussi les moyens de s'extraire de cette situation, et ensuite, on a résolu le problème. Mais en général, quand on résout un problème, qu'est-ce qui se passe? On en crée un autre. Et on enchaîne les problèmes comme ça. Parce que c'est un des rôles du mental, c'est d'analyser et de résoudre des problèmes.
pour pouvoir anticiper l'avenir et pour pouvoir tirer des lois aussi de notre expérience. Le souci de ça, c'est que si on met majoritairement notre conscience dans notre mental, eh bien, on va mettre notre conscience dans le fait de résoudre des problèmes. On va faire des to-do list pour nos courses, on va penser, je sais pas, aux papiers administratifs qu'on a à rendre, on va penser à nos enfants qui ont un problème ou nos parents qui ont un problème, ou on va penser à des tas de situations comme ça qui sont problématiques et qui sont non résolues et pour lesquelles on va peut-être pouvoir fournir une certaine quantité d'énergie, ou en tout cas un certain point de vue différent pour résoudre cette situation. Donc notre mental se régale des problèmes, il est fait pour ça, et il adore le faire. Et si on met notre conscience principalement dans notre mental, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va rentrer dans une logique de pensée obsessionnelle. Pourquoi? Eh bien parce que ce mental qui cherche à résoudre des problèmes, comme je vous le disais, une fois qu'on a fini de résoudre un problème, puisqu'il est désœuvré, eh bien on va en créer un autre, ou on va en considérer un autre, même si on ne le crée pas forcément. Je suis pas en train de dire que les problèmes que vous avez sont fictifs et sont créés uniquement par votre mental. Je suis en train de dire que c'est son rôle. Donc, si vous avez un problème, je sais pas, vous avez une rupture, vous avez un décès, vous avez des difficultés à trouver un boulot, vous avez, etc. Donc, tous les drames de la vie, finalement, viennent nous occuper principalement dans le mental pour trouver une solution. Parce que c'est son rôle de chercher à résoudre le problème. Le truc, c'est que ce mental, il a quelques limites, notamment des limites qu'on appelle des biais cognitifs. On y reviendra peut-être, mais pas forcément. J'ai pas envie d'aller trop loin non plus dans cette formation. L'idée, c'est vraiment d'apprivoiser votre conscience, pas forcément de rentrer dans la profondeur des choses. Donc, le rôle du mental, c'est de résoudre des problèmes. Un petit peu comme si vous lui posez une question, il va chercher une réponse. Un petit peu comme une barre de recherche sur Internet, dans les navigateurs. Vous mettez un mot, vous mettez une requête, et il vous sort une réponse, mais enfin, il n'arrive jamais qu'il ne vous sorte aucune réponse, même si la réponse est approximative, même si la réponse a rien à voir avec ce que vous avez demandé, il va vous sortir une réponse. Bah, votre tête, c'est pareil. Votre mental, c'est pareil. Si vous posez des questions, vous allez trouver des réponses. Donc, il y a en effet une manière de se poser des questions qui peut être problématique parfois quand on a des présupposés un petit peu qui nous tirent vers le bas dans cette question. Par exemple, si on se demande pourquoi je mérite pas d'être heureux ou d'être heureuse en amour, on part du présupposé qu'on mérite pas d'être heureux ou heureuse en amour, et donc on va chercher des raisons pour justifier ça, et on va créer tout un écosystème de justification. Ces justifications, on va les valider parce que forcément, on valide notre propre pensée. On a tendance à être d'accord avec soi-même. Et donc, toute cette liste de justifications va devenir une croyance et va devenir quelque chose dans lequel on va considérer que c'est vrai, quoi qu'il advienne. Et alors qu'il y avait un présupposé dans la question, pourquoi je ne mérite pas d'être heureux en amour, au lieu de se poser la question, comment est-ce que je pourrais mettre en place un couple épanouissant? Et là, c'est pas la même question. On commence à générer de la créativité en se posant ce type de questions. Donc, le mental aime résoudre des problèmes. Faites attention à la manière dont vous vous posez les problèmes. Voilà. Maintenant, comme je le disais, le mental peut amener à des pensées obsessionnelles. Pourquoi? Parce qu'il est fait pour résoudre les problèmes, et puis surtout parce que quand on est en grande insécurité, eh bien, un problème résolu n'est pas suffisant. Il y en a toujours un autre à régler, qui est plus important, qui est plus dramatique, qui pose plus de problèmes. Et on va, du coup, entretenir une pensée sans arrêt, d'autant que la plupart des gens qui ont entretenu leur pensée de cette manière-là, eh bien, c'est un petit peu comme des sportifs qui font des pompes. Au bout d'un moment, notre cerveau, il est habitué à résoudre des problèmes et il va penser très très vite et de plus en plus vite. C'est un petit peu ce qu'on peut observer chez les personnes qu'on qualifie de haut potentiel intellectuel. Lorsqu'on a une capacité cognitive qui accélère et qui est accrue et qui est en pensée ramifiée, etc., et tout ce genre de choses-là, et qu'on met notre conscience principalement à cet endroit-là, eh bien, on va avoir conscience de plein de problèmes et on va chercher à résoudre plein de problèmes et on va chercher à les résoudre en fonction de nos ressources. Et notre ressource principale dans ces cas-là, c'est notre cerveau, c'est notre mental, parce que c'est là où on est le plus puissant. Donc, on va chercher à résoudre nos problèmes par cette puissance mentale. Donc, on arrive à des pensées obsessionnelles puisqu'on n'en sort jamais. Puisque résoudre un problème n'apporte pas de satisfaction. En général, ça apporte le fait de, OK, c'est bien, c'est gentil, mais il y a autre chose encore. Et on n'arrête pas. Et on pense de manière obsessionnelle de cette façon-là. Je sais pas si ça vous parle, je sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais c'est souvent comme ça que ça se produit. Donc ça vient du fait qu'on place notre conscience principalement dans notre mental. Alors je vais peut-être vous surprendre dans cette formation, mais vous allez découvrir petit à petit que vous pouvez mettre votre conscience à d'autres endroits, et c'est ce qui va vous permettre de vous apaiser un petit peu. Mais avant de vous apprendre comment la mettre à d'autres endroits, déjà faire le constat de là où elle est principalement aujourd'hui, et a priori, dans la société occidentale en tout cas, elle est principalement dans le mental. Bien sûr, ça va dépendre de vos activités, ça va dépendre du fait si vous êtes sportif par exemple, pendant que vous faites du sport et que vous atteignez un certain régime d'effort, là en effet votre conscience dans votre mental commence à décrocher du mental. De la même manière pour les artistes, quand ils sont en transe dans leur art, eh bien leur conscience n'est pas forcément dans leur mental, elle peut être ailleurs. Donc ça va dépendre de vos activités et vous allez voir que
quand on a une pensée obsessionnelle, on va tendance à avoir des activités qui vont nous permettre de décrocher. On le verra un petit peu plus tard. Maintenant, ça pose la question du choix et du non-choix. Parce que votre conscience, normalement, vous amène à faire des choix en conscience. C'est ce qu'on apprend quand on dit, oh, bah là, on fait un choix en conscience. Donc, vous allez faire des choix en conscience. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle des choix inconscients ou ce que vous appelez des non-choix. J'ai pas eu le choix. C'est pas ma faute. J'y suis pour rien. C'était plus fort que moi. Toutes ces phrases-là, peut-être que vous les dites. Peut-être que vous avez des réactions, en effet, qui vous dépassent. Et à ce moment-là, c'est votre inconscient qui prend le relais sur votre conscient. Pour autant, cet inconscient, ça reste le vôtre. C'est pas le mien. C'est pas celui de votre voisin. Je suis pas en train de chercher à vous culpabiliser de vos réactions inconscientes en disant ça. Au contraire, je suis en train de dire que votre conscient, si jamais vous ne vous reconnaissez pas dans vos réactions inconscientes, eh bien, va juger cette réaction inconsciente, il va dire ça, c'est pas moi. Et c'est vrai que c'est pas votre conscience qui agit à ce moment-là, c'est votre inconscient qui agit à ce moment-là. Cet inconscient, même si vous ne l'avez pas choisi, vous avez l'impression de ne pas l'avoir choisi, et qu'il a choisi la réaction à votre place, ça émane de vous. Donc, vous pouvez vous approprier votre conscience, mais vous pouvez aussi prendre la responsabilité de votre inconscient. Comme je vous l'ai dit en préambule de cette partie, votre inconscient est fait d'une programmation par rapport à votre vécu. Donc tous les souvenirs que vous avez eus, toutes les expériences, qu'elles soient agréables ou désagréables, tout ça, c'est ce qu'on appelle du deep learning en intelligence artificielle et en neurosciences aussi. Et c'est ce qui fait que vous avez stocké des informations qui sont validées et qui font des programmations automatiques. C'est-à-dire que quand vous avez un stimulus et que vous ne mettez pas votre conscience pour réagir, eh bien vous avez un programme par défaut qui vous permet de réagir et qui garantit votre survie normalement. C'est pour ça que ça a été validé et c'est pour ça que c'est dans votre inconscient. Vous pouvez peut-être en faire l'expérience ou le réaliser lorsque vous conduisez depuis des années. Vous conduisez un petit peu de manière automatique. Vous avez même des pensées qui vous viennent pendant que vous conduisez. Alors que quand vous avez appris à conduire et que vous avez passé votre permis, vous étiez hyper alerte à tout ce qui se passait parce que c'était nouveau et il y avait plein de choses que vous ne connaissiez pas. Et puis au fur et à mesure de le faire, à force de le faire, eh bien tout ça, c'est logé dans votre inconscient. Et maintenant, vous pouvez piloter en pilotage automatique quasiment, tout en discutant, tout en je sais pas, en parlant au téléphone ou en discutant avec votre voisin ou alors un téléphone avec kit Mali bien sûr parce que sinon c'est pas légal. Vous pouvez aussi éventuellement boire un peu d'eau. Enfin bref, vous pouvez faire des tas de choses en conduisant. Vous pouvez même penser à d'autres choses alors que vous êtes en train de conduire, ce qui est finalement une mise en danger de votre corps puisque vous vous déplacez à une certaine vitesse dans un objet qui est quand même assez puissant. Donc on voit bien que on a ce qui est automatique, qui est de l'ordre de ce qu'on appelle l'acquis, qui n'est pas forcément de l'inné, et qui n'est pas forcément conscient. En tout cas, on n'a pas vraiment conscience. Pour autant, ça s'est programmé au fur et à mesure, donc ça nous appartient. Maintenant, l'objectif, là, ici, dans cette formation, c'est pas de réhabiliter, d'aller explorer son inconscient pour pouvoir réhabiliter certaines programmations par défaut. Ça, c'est le sujet d'autres formations que je propose. Mais là, dans celle-là, je vous propose d'essayer d'apprivoiser votre conscience pour éviter qu'elle soit bloquée dans votre mental et dans vos pensées. Je vous retrouve très vite pour la deuxième partie.